Eh bien, écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir ce soir la charmante Samantha Caretti pour la deuxième des conférences qui accompagnent l'exposition Milan, Catel et Custine que nous présentons jusqu'au mois de décembre. Je dois dire que Samantha Caretti est la présidente des Amis de Custine, ce que personne n'ignore. Il y a des bruits étranges. Oui. Donc la présidente des Amis des Custine, non seulement Astolphe, mais également sa mère, oui. Et c'est tout. Et puis le général aussi, le général Adam-Philippe de Custine. Je dois dire aussi que Samantha, avec Gérard Gingembre, qui est présent ce soir. Bonjour Gérard, des contributions vraiment très précieuses à la publication que nous avons faite en marge de cette exposition. Et ben, nous sommes très très heureux, je le répète, de vous accueillir et très curieux et empressés de vous entendre. Très bien, merci beaucoup Bernard. Merci à toutes celles et ceux qui sont présents ce soir et sur place et puis à distance. Je voudrais dire à quel point c'est une joie que cette exposition consacrée au peintre Franz Ludwig Catel ait pu avoir lieu grâce à l'impulsion de la Bibliothèque nationale de France et notamment aussi grâce à l'incroyable travail qu'a fourni Gennaro Toscano ainsi que Corinne Lebitouzé. Et puis aussi, quelle joie d'être dans ce lieu tout à fait magnifique. Je souhaite tout d'abord remercier la Maison de Chateaubriand et à travers elle Bernard Degout pour son amitié, son soutien dans les projets custiniens, Olivia Sanchez, mais aussi Thérèse Chaffard-Luçon qui ont fait un admirable diaporama sur l'exposition que j'ai eu l'occasion de voir lors du vernissage, et puis également Véronique Martin-Baudouin et puis Pierre Tecky qui me fait l'amitié d'être présent ce soir. Merci beaucoup. Et c'est à eux que nous devons la place Castle de Custine occupe ce soir dans cette magnifique exposition et notamment par le cycle de conférences. Donc c'est un petit peu un espoir pour la reconnaissance d'Astolphe de Custine puisqu'on se dit que peut-être il va pouvoir enfin être considéré comme un écrivain digne de figurer au panthéon des écrivains importants du XIXe siècle. Je pense que Gérard Gingembre le montrera aussi la mardi prochain. Enfin, je voudrais dire que je suis très fière qu'une Société des Amis de Custine ait pu voir le jour, et ce n'est pas seulement grâce à mon impulsion, mais aussi grâce à de nombreux passionnés et chercheurs qui font en sorte que cette association puisse vivre. Et je salue également la Société Chateaubriand à la présence de Guy Berger ce soir. Alors avant de devenir l'auteur de romans et récits de voyage, et notamment des mémoires et voyages qui rassemblent les notes de la fameuse expédition en Calabre avec le peintre Franz Ludwig Catel, Astolphe de Custine est d'abord connu pour être le fils de Delphine, marquise de Sabran, connue aussi comme amante et amie de Chateaubriand, l'hôte de ces lieux. Mais alors, peut-être, avant toute chose, se rappeler qui était Delphine de Custine, puisque ce n'est peut-être pas une personnalité familière à tous ce soir. Alors, si on peut dire que Delphine de Custine a marqué son temps, c'est déjà pour de multiples raisons, mais surtout parce qu'elle appartient à la plus fine aristocratie de son temps. Elle appartient à la famille Sabran, donc très célèbre en son temps. Et elle va surtout marquer son temps puisque lors de la Révolution française, elle va défendre avec courage son beau-père, le général Adam-Philippe de Custine. La duchesse d'Abrantès s'en souviendra dans ses mémoires. Cette femme est elle-même un être supérieur dont le nom est un de ceux qui a marqué avec le plus de force dans notre terrible époque révolutionnaire. Donc son courage pour défendre son beau-père, mais aussi au moment de la mort de son époux et au moment d'être emprisonné dans les Carmes. Alors beaucoup ont été fascinés par son courage, mais aussi séduits par sa beauté et sa bonté. C'est notamment le cas de Madame de Staël, qui en fera l'héroïne de son roman en 1802. Et puis, bien sûr, Chateaubriand, Delphine de Custine, a un nom qui reste profondément attaché à celui de Chateaubriand, qu'elle a aimé avec passion. Et à cet égard, je rends hommage à la magnifique correspondance L'amante et l'ami qui faisait l'honneur à cette correspondance amoureuse de Delphine de Custine.
Alors, elle n'excelle pas seulement dans l'art épistolaire, mais elle excelle aussi dans l'art pictural, puisqu'elle pratique avec grand talent la peinture et notamment les portraits. On connaît d'elle un portrait de Chateaubriand réalisé en 1803. Et la grande portraitiste Élisabeth Vigée-Lebrun disait même qu'elle était extrêmement talentueuse. Donc, c'est un témoignage qui nous laisse à penser qu'elle avait beaucoup de qualités. Mais ce soir, c'est surtout à Delphine de Custine, en tant que mère d'Astolphe, que nous allons nous intéresser. Alors c'est un sujet évident, puisque, comme le disait Astolphe lui-même, Delphine de Custine était vraiment mère. C'est un mot qu'il a dans la Russie en 1839. C'est un sujet aussi foisonnant que celui des rapports entre les mères et leurs écrivains de génie, des rapports souvent fusionnels, inconditionnels, aimants, parfois tourmentés. Et c'est un sujet d'autant plus passionnant que la figure maternelle joue un rôle important dans l'écriture. Alors bien sûr, on connaît de nombreux exemples en littérature, Romain Gary, Albert Cohen, mais celui d'Astolphe de Custine et de sa mère méritait, me semble-t-il, un éclairage nouveau. Donc je vais m'intéresser à la fois à la correspondance d'Astolphe de Custine, mais aussi à son œuvre de récit de voyage, à son œuvre de roman, où Delphine de Custine reparaît toujours, masquée ou non, mais en tout cas, on peut sentir à quel point sa mère a compté à la fois dans sa vie et dans son œuvre. Alors quels liens entretiennent Delphine et Astolphe de Custine et comment expliquer ces liens qu'ils ont pu nourrir? Eh bien il faut revenir tout d'abord aux circonstances historiques et familiales, puisque tout d'abord l'entrée d'Astolphe de Custine dans la vie est sous le signe du tragique, puisqu'il a dû voir son père, son grand-père guillotiné et sa mère emprisonnée au Carme. Et lui va en plus rester caché dans un endroit insalubre avec sa bonne Alsacienne. Donc de sa famille, après la Révolution, il ne reste presque plus personne, à l'exception d'une tante paternelle et d'un oncle maternel avec qui il n'a pas de grands liens. Et bien finalement, il ne reste plus que sa grand-mère, mais surtout sa mère. Pas de frère non plus, puisque son frère aîné Gaston est mort très très jeune, donc la famille d'Astolphe va se concentrer autour de Delphine de Custine. Et cela, il va l'écrire à son grand ami Édouard de Lagrange en 1818. Il lui en est resté sur moi toute l'autorité des longs malheurs. Je ne vois ma mère qu'entourée d'une auréole de douleur. Et ma tendresse pour elle se renforce du sentiment de tristesse causé par la destruction de ma famille et qui fut le premier à se faire jour dans mon cœur. Tant de liens rompus avec violence rendent mon attachement pour elle plus puissant et tout ce que j'avais de sentiments de famille s'est réuni sur ma mère qui, dans mon cœur, a hérité de toutes nos pertes. Et Delphine de Custine elle-même accusera ces circonstances malheureuses d'être la cause du tempérament de son fils. C'est dans une lettre à Mien qu'elle le dit « Les circonstances en sont la cause, je l'ai moins brisé sur ce point qu'on aurait fait dans un autre siècle. Car lorsqu'on est malheureux, où peut-on prendre la force de s'ennuyer des petites choses de la vie ?» Donc elle essaye vraiment d'excuser Astolphe de Custine et de faire comprendre que ce qu'ils sont devenus, c'est le temps, c'est le siècle qui les a rendus comme tels. Et dans cette famille à deux, il y a Chateaubriand qui va peut-être jouer à un moment ou un autre le rôle de père de substitution. Et puis quand Chateaubriand se sera éloigné des Custine, eh bien c'est presque Astolphe qui va prendre le rôle de père de famille pour sa mère, comme il l'écrit toujours à Lagrange en 1818. Autres circonstances qui vont rassembler Delphine et son fils, c'est la maladie, puisqu'Astolphe de Custine est régulièrement malade. D'ailleurs, sa mère aussi avait ces problématiques-là, des maladies qui finalement étaient plutôt, avaient pour cause l'âme. Et donc la santé d'Astolphe va toujours nécessiter la présence de sa mère. Il l'écrit lorsqu'il part loin d'elle en Allemagne en 1815. « Ma santé n'est point rétablie, quoique meilleure, elle avait besoin de toi. Je sens que je ne guérirai jamais loin de toi. » Donc on voit cette dépendance affective qui revient régulièrement dans la correspondance. 3 ans plus tard, lorsqu'il est à Francfort très malade, ma mère vint se joindre à eux pour me sauver de moi-même et elle fut mon ange gardien. Bien sûr, les différentes morts qui vont se succéder dans la vie d'Astolphe de Custine, notamment la perte de sa femme Léontine, puis de son fils Enguerrand, vont plus encore rapprocher la mère et le fils. Alors unis par les circonstances, certes, mais pas seulement, puisque la mère et le fils se ressemblent aussi par le cœur et le caractère. Alors comment l'expliquer? Cela peut
être dû à cette longue vie commune qu'ils ont partagée, peut-être même aussi à une espèce d'alignement des planètes. Rappelons que Delphine et Astolphe de Custine sont nés un 18 mars, à 20 ans d'intervalle, 18 mars 1770 pour Delphine de Custine, 18 mars 1790 pour Astolphe de Custine. Et puis aussi, on peut essayer d'expliquer cette espèce de gémelléité des sensibilités par le vague romantique de l'époque, qui a eu beaucoup d'influence sur eux par leur fréquentation, leur lecture et leur sensibilité. Ils sont tout à fait chateaubrianisés, pour reprendre le beau néologisme de Marie Dagout, voire plus largement romantisés. Donc comme on le verra, finalement, le fils, comme il le dit lui-même, tient beaucoup de la mère sur le côté du vague romantique. Ma mère est comme moi fort agitée. Lui va parler du vague du cœur et de la pensée qui le fait souffrir, et Delphine, à sa propre mère, va parler de sa sensibilité vague. Donc on voit cette espèce de correspondance, d'écho qui se fait entre la mère et le fils. Par les circonstances et donc par le sentiment, ils vont vivre une vie très isolée, ce qui fait qu'ils vont se considérer comme des sauvages, à avoir tendance à être hors du monde et à être très peu sociabilisés. C'est un terme sauvage qui revient beaucoup chez Custine, à la fois bien sûr chez Astolphe. Je sens ma mère revivre en moi, vrai sauvage de salon. Ou encore il écrit à sa mère, mais toi et moi, nous sommes aussi sauvages l'un que l'autre. Delphine de Custine s'en exprimait sensiblement de la même façon, toujours à notre cher archéologue Millien. La vie retirée que nous avons menée Astolphe et moi ne l'a pas mis à même de vivre avec les humains et de savoir se plier aux volontés des autres. Donc nécessairement, ces rapprochements vont entraîner une relation tout à fait fusionnelle entre la mère et le fils. Ils sont presque parfois comme frères et sœurs, d'où le nous permanent que l'on retrouve dans la correspondance d'Astolphe de Custine, à défaut d'un jeu affirmé. Ils vont raconter ce qu'ils font, notamment lorsqu'ils sont au château de Fervaques. Nous plantons un peu, nous lisons beaucoup. Notre disposition intérieure, comme si finalement ils pensaient et ils sentaient toujours ensemble. Ils partagent tout, notamment les voyages, la Suisse et l'Italie en 1812, puis l'Allemagne en 1815, et ils se montrent même jusqu'aux confidences intimes de leurs correspondants. C'est ce qu'on voit dans la lettre à Lagrange. Astolphe de Custine écrit « Je vous avoue que j'ai montré quelques-unes de vos lettres à ma mère. Il m'aurait été trop pénible d'éprouver un intérêt nouveau aussi vif sans lui en faire connaître l'objet, autant du moins que je le pouvais. » Et parce qu'enfin, ce sont vraiment des êtres entiers qui ne conçoivent que l'absolu, ils sont tous les deux prêts au sacrifice. C'est ce que Astolphe écrit à Sophie Gay. « Je n'ai pas attendu que ma mère fût à la mort pour ne la pas quitter. Ce fut un sacrifice sans doute, mais ni elle ni moi, nous ne nous en sommes aperçus. » Donc, on comprend la dépendance qu'il peut y avoir entre la mère et le fils. Mais néanmoins, dire qu'il n'y a que des ressemblances serait se méprendre, et justement il y a des différences qui vont entraîner une opposition et justement un éloignement nécessaire de la part d'Astolphe de Custine vis-à-vis de sa mère. Alors cette opposition, il l'écrit à Édouard de Lagrange d'une façon très claire, donc le 1er novembre 1818. « Ceci vous étonnera, d'après notre intimité, c'est que malgré cette union, nous sommes on ne saurait plus différents de caractère et de goût. Je suis tout intérieur, elle tout en dehors. J'ai du calme, au moins dans les formes. Elle a une vivacité qui va quelquefois jusqu'à l'impatience. Nos goûts, notre humeur, nos vues, tout est différent. Et je ne conçois pas qu'avec aussi peu de points de contact, nous soyons parvenus à nous devenir nécessaires. Vous voyez, d'après cela, les points de nos caractères ont dû se froisser. Mais la profonde tendresse que nous avons l'un pour l'autre a toujours atténué l'effet de ces oppositions. » Alors là, c'est une façon de voir ces oppositions d'une façon tout à fait tendre et affectueuse, mais il ne le sera pas toujours comme cela, puisqu'il va même être plutôt critique vis-à-vis du caractère de sa mère, notamment avec son ami Raël de Varnhagen, qui dit qu'il est tout à fait lucide la concernant. Il lui reproche d'être trop sentimentale et que cela l'appauvrit. Il lui reproche enfin d'assister toujours à la vie et de n'être pas dans l'action. Bref, très critique, et on le verra, ces critiques-là ressortiront dans son roman Aloïs. Alors, face à ces difficultés de caractère, de goût, face à ces désaccords, finalement va commencer à poindre le poids de l'influence de la mère d'Astolphe de Custine sur sa propre vie et sur son avenir. On verra justement qu'Astolphe de Custine ne parviendra à devenir lui-même qu'après la mort de sa mère.
Il est profondément d'ailleurs conscient de ce pouvoir qu'exerce sa mère sur lui. Il le dit à Madame de Varnhagen, « La situation de ma mère influe plus qu'elle ne le croit et plus que je ne le sais moi-même sur ma conduite. La douceur avec laquelle elle exerce son pouvoir le rend irrésistible. Et toutes les fois que je pourrais être exposée à lui faire quelque peine, l'idée de tout ce qu'elle a déjà souffert vient la garantir du coup que je lui porterai et se place entre elle et moi. » Donc il se sent véritablement responsable du bonheur comme du malheur de sa mère et il se sent même redevable, c'est ce qu'il dit, la crainte qu'il a de lui paraître ingrat. Et cette crainte le rend, Delphine de Custine, pour lui toute puissante sur son cœur. Il y a une espèce de dette consciente qu'il a envers sa mère, et c'est pour cela qu'il a le sentiment de devoir lui être dévoué. Il se sent en devoir de lui rendre tout ce qu'elle lui a donné, de se sacrifier pour elle comme elle s'est sacrifiée pour lui. C'est ce qu'on appellerait en psychologie le principe de loyauté, et par ce principe de loyauté, il doit dédommager sa mère des peines qu'il pourrait lui causer. Alors, il fait tout selon la volonté de sa mère. Sans ma mère, je serais déjà partie. Sans ma mère, je n'irais pas du tout. J'ai besoin de savoir quel est l'emploi du temps de ma mère pour combiner ma propre journée. Donc, tout est régi selon les décisions de Delphine de Custine. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas faire de la peine à ma mère. D'ailleurs, parenthèse, c'est un petit peu la même attitude qu'avait Delphine de Custine vis-à-vis de sa propre mère. Je vous cite juste une lettre de Delphine à Elzéar de Sabran en 1799, Elzéar de Sabran qui était donc son frère. Delphine lui dit « Je n'ai jamais prétendu rien faire qui pût déplaire à ma mère ». Donc finalement, une espèce de transmission de ce sentiment d'être redevable envers la mère. Néanmoins, il faudrait nuancer les propos d'Astolphe en montrant que si effectivement les vœux de sa mère semblent avoir dirigé sa vie, c'est aussi par passivité consentie, qui tient au tempérament et à l'indécision d'Astolphe de Custine. Il le dit très clairement à Madame de Varnhagen, mais comment faire quelque chose sans savoir ce qu'on veut? Donc peut-il véritablement faire quelque chose alors qu'il est dans l'indécision? Et justement, Rahel de Varnhagen va précisément exprimer, et cela avec une extrême franchise, ce qu'elle pense d'Astolphe de Custine, ce qu'elle pense de ses choix. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez? Vous restez à la campagne par amour pour votre mère, et elle par amour pour vous. Dans quel but? Eu égard à quoi? Que désirez-vous? Et votre mère, que désire-t-elle? Dites-moi enfin, dites-vous à vous-même une bonne fois ce qui vous sépare des intérêts de votre propre vie, de vos propres vœux. Donc Rahel de Varnhagen a bien compris que si effectivement Delphine de Custine a une influence très forte sur Astolphe, eh bien cette influence elle est aussi consentie du fait du tempérament et de l'indécision d'Astolphe de Custine. Il n'empêche, il ne cessera de dire que s'il a peu voyagé, c'est en raison de sa mère. Malgré ma passion effrénée pour les voyages, j'ai vécu 12 ans sans la quitter. Alors attention, nuançons tout de même, parce qu'Astolphe de Custine a voyagé sans sa mère. Il est allé au Congrès de Vienne en 1814, en Allemagne en 1815, en Angleterre et en Écosse en 1822, et cela juste après la naissance de son fils. Donc entre le discours, les plaintes auprès des correspondants et la réalité, il faut toujours comparer. Néanmoins, là où il faut reconnaître les choses, c'est que Delphine de Custine a été très influente sur la question du mariage. Astolphe de Custine n'en avait pas du tout envie, mais elle va l'y inciter vivement. Et d'ailleurs, les pressions familiales ne viennent pas seulement de la mère, mais aussi de la grand-mère, si bien que les décisions vont se faire entre la mère et la grand-mère. On le voit dans une lettre de Delphine de Custine à sa mère. Et puis la mère, donc la fameuse Claire de Duras dont il était question la semaine dernière, veut garder sa fille, ce qui convient peu à Astolphe, qui serait affligé de se séparer de moi, car cela changerait toute notre vie. Elle donne donc la vie en lieu de celui d'Astolphe. Et puis, plus délicat encore pour Astolphe de Custine, c'est l'influence que sa mère va avoir sur son avenir professionnel. Le poids de l'influence, justement, se mesure aussi à cette question de l'avenir qui est reliée au monde et à la société. Delphine de Custine considère qu'il faut écouter la société, qu'il faut écouter les vœux de la société. Donc quand Astolphe de Custine lui dit qu'il veut poursuivre plus loin ses études intellectuelles, il songe à aller dans une université allemande pour développer toutes ses qualités, eh bien ça se passe très mal avec sa mère. Commença une correspondance interminable et des plus pénibles entre ma mère et moi, elle pour combattre mon dessein, moi pour le soutenir.
quitter avec un éclat un grade d'officier supérieur à peine obtenu, lui paraissait un parti insensé. Y rester aux dépens du sentiment de ma dignité personnelle me semblait impossible. Donc à ce moment-là, on est en 1818, Astolphe de Custine se retrouve déchiré entre les vœux de sa mère, qui sont les vœux aussi de la société, et ses propres vœux. Alors comment se libérer de cette influence ? Eh bien, deux choses, la mort et l'écriture. Et à cet égard, je citerai Julien Frédéric Tarn, le dernier biographe d'Astolphe de Custine, qui dit que, voilà son hypothèse, nul doute que, de façon évidemment inconsciente, la métamorphose d'Astolphe de Custine ne soit liée à l'absence de sa mère. Pour devenir un véritable écrivain, il devait s'écarter tout autant des routes tracées à l'avance par l'amour maternel que des sentiers battus. Effectivement, il y a une espèce de coïncidence entre le moment où Astolphe de Custine va écrire et la mort de sa mère. Il le dit d'ailleurs, au moment où est morte sa mère, son sort s'est arrêté du jour où celui de ma mère a été terminé. Donc un nouvel avenir est envisagé, une nouvelle destinée pour Astolphe de Custine. C'est comme s'il fallait rompre avec le passé pour pouvoir écrire, créer, et plus précisément s'affirmer dans le champ littéraire. Parce que Astolphe de Custine, bien évidemment, écrivait du temps de la vie de sa mère, mais il n'avait jamais rien osé publier. Et on le voit bien, cette libération, elle se dit très précisément 1 mois seulement après la mort de sa mère. Il écrit à Sophie Gay qu'il songe à sa gloire littéraire. Première fois qu'il nomme son dessein, son objectif, la gloire littéraire. Alors, il va aussi se libérer de ce passé-là par l'écriture, notamment le roman Aloïs, qui a pu, on l'a vu la semaine dernière, être considéré comme un roman à clé grâce à Marie-Bénédicte Diethelm. Et pourquoi je parle de ce roman-là ? Parce qu'il va évoquer, en tout cas on peut voir un rapport avec Delphine de Custine à travers la tante d'Aloïs. Il y a beaucoup de choses biographiques qui les rassemblent. Bon, néanmoins, faisons attention, bien évidemment, on ne peut pas toujours tout transposer, mais il n'empêche que dans la façon qu'Astolphe de Custine a eu de traiter le personnage de la tante d'Aloïs, on retrouve beaucoup la mère. Et ce qui perce le plus, c'est la rancœur de Custine envers l'exercice de l'influence maternelle. Je cite juste un exemple de ce roman Aloïs, le premier d'Astolphe de Custine. Elle s'occupa de mon éducation avec toute la tendresse d'une mère, mais son esprit manquait d'étendue et de fermeté. Et si je pouvais attribuer aux fautes des autres quelques-unes des douleurs qui m'ont accablée dans le monde, j'en accuserais les soins aussi excessifs que peu éclairés d'une personne à qui je dois cependant bien de la reconnaissance. De la reconnaissance, mais tout de même qu'il juge sévèrement cette tante qui serait donc peut-être sa propre mère. Et on retrouve, disons, une espèce d'écho entre la correspondance de Custine et le roman, lorsque Aloïs dit « Ma tante ne pouvait juger mon caractère, elle s'affligeait de ma tristesse sans en deviner la cause, et ma froideur l'aigrissait sans l'éclairer sur la maladie de mon cœur. » Il s'est exprimé en des termes semblables auprès de Lagrange. Alors finalement, on voit bien que pour traiter de cette mère, des souvenirs autour de sa mère, il va préférer l'œuvre de l'imagination à ce qu'on aurait pu attendre, qui étaient des mémoires. Pourquoi alors le choix de la mise en fiction ? Eh bien, on peut formuler des hypothèses, peut-être une prudence, peut-être la prise de distance avec les souvenirs, et parce qu'il considère que l'imagination, c'est le flambeau de la mémoire, que l'imagination rend beaucoup mieux les souvenirs que ne peuvent le faire les mémoires. Alors, d'où le fait qu'il n'y ait pas de mémoire, mais n'y a-t-il vraiment pas de mémoire ? C'est la question qu'on va se poser dans un dernier temps. Alors, comment vivre et écrire avec les souvenirs ? Custine se cherche et au fur et à mesure des années, il va aller au-delà de la fiction, Aloïs, et aussi le monde comme il est, où on peut retrouver un personnage assez proche de Delphine de Custine. Et donc, on voit au fur et à mesure des années qu'il va passer de cette espèce de fiction vengeresse à la tentation mémorialiste. Alors, disons tout de suite, malheureusement, Custine n'a pas écrit de mémoire. Mais cependant, il y a songé, c'est dans une lettre à Philaret Schell qu'il le dit en 1850, « J'hésite entre mes mémoires, la suite de Romuald, son dernier roman, une tragédie, des fables, d'autres vers. » Et à la comtesse Merlin, il disait que écrire des mémoires, c'était primordial, parce qu'il ne faut pas emporter au tombeau seul le secret de cette désolante expérience, et pour celui qui sait tenir une plume, c'est un devoir. Malheureusement, devoir non rempli,
En tout cas, on pense qu'il n'en fera rien. C'est difficile de le savoir aussi, puisqu'à la mort d'Astolphe de Custine, tous ses papiers ont été un petit peu éparpillés. Et comme son compagnon légataire, Édouard de Sainte-Barbe, est mort peu de temps après, on n'a pas forcément retrouvé trace de tous ces papiers-là. Donc pas de mémoire pour Custine, et pas de mémoire non plus pour Delphine de Custine. Il le dit très clairement dans La Russie en 1839. « Si ma mère avait laissé des mémoires, ils auraient révélé au public une foule de détails encore ignorés. » Donc, aucun mémoire du côté des Custines, mais il n'empêche que le passé revient régulièrement dans la prose d'Astolphe de Custine, et notamment dans sa correspondance. À Sophie Gay, en 1834, il dit qu'il revient sur les lieux où est morte sa mère, à Baie, et il veut revoir la chambre, dit-il, pour braver tous les souvenirs. Donc il y a cette volonté d'aller au-devant du souvenir. Et cette obsession pour le passé autour de sa mère se mesure aussi à, par exemple, la maréchale de Fervaques de Stendhal, puisqu'on imagine que Custine a dû évoquer le château de Fervaques où il avait vécu avec sa mère, et donc que ce souvenir a pu se retranscrire dans le roman. Il va avoir toujours un rapport assez contradictoire néanmoins vis-à-vis de ce passé-là. Pourquoi contradictoire ? Parce que à la fois il veut braver les souvenirs et en même temps il s'en sent incapable. C'est ce qu'il dit notamment à monsieur de Warnhagen qui lui réclame les lettres de son épouse. Custine dit voilà, c'est dans des abîmes de papier mais j'ai pas le courage de regarder dedans. Et il écrit toujours à monsieur de Warnhagen: je vous admire de pouvoir nourrir votre vie du souvenir représenté par l'écriture. Chaque fois que j'approche des papiers de ma mère, je perds la force physique. C'est un mal et votre exemple devrait m'encourager. Peut-être une explication sur le fait qu'il n'aurait pas été au-devant des mémoires. Alors, il va néanmoins évoquer Delphine de Custine dans les Mémoires et Voyages, puisqu'elle est celle à qui les lettres sont pour une bonne part adressées. Et il va aussi l'évoquer dans La Russie en 1839, à l'occasion de ce qu'on pourrait croire être une digression, puisqu'il va à Berlin, il va consulter les archives, et ces archives lui permettent d'être en lien avec le souvenir de son père, et donc le souvenir de son propre père va lui permettre de parler de sa mère, et donc d'en faire un portrait élogieux. Alors, même si Custine se complaît dans les digressions, je pense qu'il faut voir les choses autrement qu'une digression. C'est parce que le voyage dans un espace, c'est aussi parfois un voyage dans le temps, et là, le voyage à Berlin lui a permis de voyager dans son passé vis-à-vis de sa mère. Alors, s'il n'y a pas de mémoire du côté de Delphine Astolphe, en revanche, il y en a du côté de Chateaubriand, les Mémoires d'Outre-Tombe, et Astolphe de Custine va se prononcer autour de ses mémoires. Alors, au début, il est extrêmement enthousiaste, il est heureux de savoir que Chateaubriand va évoquer sa mère, et notamment il sait qu'il y a une page sur la mort de sa mère. Néanmoins, au fur et à mesure que se publient les Mémoires d'Outre-Tombe, eh bien, son enthousiasme va déchanter. Et à la comtesse Merlin, il le dit en 1848, « La phrase sur ma mère m'a révolté. Si l'on est parvenu à réduire à cet effet de parole tout ce qu'il avait à dire sur une femme qui n'a vécu que d'adoration pour lui pendant 8 ans et qui est morte au bout de 26, le cœur encore saignant des coups qu'il lui a portés, on peut se flatter d'avoir commis une action infâme. Les femmes ambitieuses et artificielles l'ont détaché de la femme aimante vraie, c'est dans l'ordre. » Alors bien sûr, Custine distingue ici clairement les femmes ambitieuses et artificielles qui seraient les autres madames, et puis la femme aimante vraie qui serait sa mère. Il continue, « Mais ensuite, ces femmes se sont appliquées à capter une place dans ce grand monument des mémoires comme on se ménage un héritage. » On a l'impression que Custine ne peut pas croire que Chateaubriand ait pu faire silence sur sa mère ou n'écrire que cela. Alors, comment va-t-il expliquer les choses ? Il va accuser celle qui pourtant était l'objet de son admiration, Juliette Récamier. Pour lui, c'est Juliette Récamier qui a tout manipulé. La dernière, donc Juliette, m'inspirait du respect parce qu'une affection suivie toute une vie, un parti pris de bonté qui oblige à un dévouement éternel, vaut presque une nature. Mais si elle a fait supprimer des livres entiers où le grand écrivain devait raconter sa vie à Fervaques, où il écrivait Véleda, qui livrait le soir à mes critiques de gamin de 14 ans, quittant le matin son travail pour aller tuer au fusil les carpes de 100 ans qui fourmillaient dans les fossés du vieux château, etc., etc. Si je trouve toutes ces lacunes dans les mémoires, je demanderai à Dieu de me faire vivre assez pour les remplir, et sans égard à la témérité de l'entreprise, je raconterai toutes ces scènes sous le nom de « Mémoire de la marquise de Custine par son fils ». Mais peut-être est-ce que je me bats contre des moulins à vent, nous verrons bien.
Alors Chateaubriand avait-il vraiment l'intention d'écrire tous ces détails sur Fervaques et les Custines, ou est-ce le fantasme d'Astolphe? On ne peut pas malheureusement le savoir, mais on sait aussi combien Chateaubriand pouvait travailler à son image, et peut-être que évoquer tous ces souvenirs de Fervaques ne faisait pas partie de son entreprise. Quoi qu'il en soit, Custine émet le vœu de combler les vides des mémoires d'outre-tombe, mais il ne le fera jamais. Il n'empêche qu'il veillera sur la mémoire de sa mère, notamment sur la petite notice de Chêne-Dolé que Sainte-Beuve écrira, dans laquelle il fait un portrait de Madame de Custine, et puis aussi les mémoires de la duchesse d'Abrantès. La mémoire de sa mère ne s'écrit pas seulement pour lui, elle se fête, et tous les 13 juillet, jour de la mort de sa mère, il va commémorer cet anniversaire. Dès 1828, à chaque fois il l'écrit à Sophie Gay, l'anniversaire du 13 juillet auquel vous avez si bien pensé a été pénible. Encore en 1834, à Madame Merlin, il écrit « Ce 13 juillet 1849, 23e anniversaire de la mort de ma mère ». Donc chaque année, le souvenir qui revient. Et puis, dans la correspondance aussi, il a besoin toujours de parler de sa mère, notamment avec Delphine de Girardin. Delphine de Girardin, dans une lettre qui lui rappelle en post-scriptum « Votre pauvre mère, j'y pense bien, Dieu me donne un peu de son courage et me prête un peu de sa présence d'esprit ». Et puis aussi avec Chateaubriand, une lettre que je trouve très très belle, de 1846. On va espérer que Chateaubriand était profondément sincère. Il écrit à Astolphe de Custine « Je suis bien souffrant de ma dernière chute », il s'était blessé. « Il est bien temps que je m'en aille pour ne plus tomber. Adieu, je suis toujours à vous. Je m'en irai plein du souvenir de votre mère. » Et cette commémoration, à travers la correspondance, à travers l'anniversaire du 13 juillet, eh bien, il la demandera sur son testament. Il demandera à ce que soit fondée une messe annuelle à Saint-Aubin, tout près de Fervaques, qui se dira le 13 juillet, jour de la mort de ma mère. Cette messe sera dite pour le repos de l'âme de ma mère. Et au-delà de cette messe, on sait où Custine va reposer, auprès de sa mère. Les deux cercueils, l'un à côté de l'autre, dans la petite crypte de l'église Saint-Aubin d'Auquinville. Donc on peut vraiment dire que cette relation entre Delphine et Astolphe de Custine peut entrer au panthéon des relations passionnées et tourmentées entre les écrivains et leur mère. Relations, me semble-t-il, d'autant plus passionnées et tourmentées qu'elles ont, il faut le rappeler, été forgées par l'histoire de leur temps, mais aussi, et cela Gérard Gingembre en parlera mieux que moi, par le romantisme de leur sensibilité exacerbée. Je vous remercie. Bravo. Merci. Merci à vous. Je réfléchis à ce que vous dites, à ce que vous avez dit, qui fait un pendant assez intéressant à ce qu'a avancé Marie-Bénédicte la semaine dernière. Tout à fait, ça se complète. Donc ça se complète bien, et heureusement que nos archives sonores permettront de réécouter, pour les personnes qui ne les auraient pas écoutées, les communications l'une après l'autre. Alors, la déception de Custine à la lecture des Mémoires d'outre-tombe a quand même été très, très forte. Oui. Et la lettre que vous avez citée est une lettre de grande politesse, mais qui ne dit pas tellement plus de choses que cela. Bien sûr. Mais il faudrait me rappeler dans cet épisode que fabrique Chateaubriand de Voyage en calèche, c'est la seule situation familiale où il intervient qui figure dans les Mémoires d'outre-tombe. Oui. Après la mention de la vie à Combourg. Là. Mais c'est un souvenir factice, puisque ça ne correspond à rien, et en même temps, ça doit être un souvenir écran. Donc il y a eu quelque chose de familial pour Chateaubriand dans sa relation avec Delphine, Astolphe, le précepteur et le chien Trim. Oui, ça, qui mangeait les provisions du voyage. C'est ça. Et donc c'est la seule fois où il mentionne ce type de relation avec à ma connaissance du moins. Sinon, il a toujours été très négatif sur le mariage, la famille, tout ça. Oui.
Donc ça signifie quand même quelque chose de fort. Oui, oui, oui. Mais Astolphe de Custine lui reproche de n'avoir pas fait le portrait élogieux qu'il attendait de sa mère. Il considère que, vu les sacrifices que sa mère a fait pour Chateaubriand, elle méritait au moins une place peut-être autre dans les mémoires d'Outre-Tombe. Alors que penser de cette manipulation de Juliette Récamier des mémoires d'Outre-Tombe? Que dit le spécialiste? On n'est pas informé de ça. Hein. Si elle a une influence sur l'écriture. Prêter des manipulations à Juliette Récamier, ça paraît quand même assez vraisemblable. Hein. Enfin, je parle pour moi, en mon nom, pardon. Mais là, sur ce point précis, éprouvait-elle le besoin d'atténuer la présence de Delphine, de Nathalie de Noailles, d'autres encore qui ne sont pas dans les mémoires d'Outre-Tombe. Encore oui, moins que oui, Delphine. Encore moins que Delphine. Oui. Et Pauline de Beaumont qui est un peu plus. Donc ça, je ne sais pas. Franchement, si quelqu'un sait... C'est-à-dire que les mémoires ont été mises, les mémoires d'Outre-Tombe ont été mises au point à côté de Juliette Récamier. Oui. Et pas en présence des autres personnes. Donc qu'il y a un poids, si je puis dire, relatif de Juliette Récamier dans les souvenirs de Chateaubriand, paraît, au moment où il met au point son texte, paraît assez naturel. Oui. Enfin, il est simple à expliquer. C'est à elle que les mémoires d'Outre-Tombe sont dédiées, tout à fait, bien sûr. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Oui. Allez-y, désactivez votre micro si vous avez une... Voilà. Vous entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir Gérard. Bien. Merci Samantha. Alors moi, ce qui me frappe, c'est un contraste tout à fait intéressant, puisque d'un côté, il reproche à Chateaubriand de ne pas donner à Delphine de Custine la place qu'elle mérite et de ne pas faire l'éloge qu'elle devrait recevoir de manière posthume. Et de l'autre, dans ses fictions, il donne une image diffractée, certes, de sa mère, qui est moins élogieuse. Oui. Donc, ce partage entre ce qui devrait être, je mets beaucoup de guillemets, la réalité remémorée par les mémoires d'un autre, Chateaubriand, ne donne pas dans la fiction une célébration de la figure maternelle. Donc, oui. Tout à fait. Alors, Julien Frédérictin, de son côté, pense que rapprocher la tante d'Aloïs avec la Delphine de Custine n'est pas forcément pertinent parce que lui, il affirme qu'ils ont une relation extrêmement fusionnelle et que c'est vraiment méconnaître le fonctionnement du roman. En revanche, j'ai peut-être pas pris le temps de le lire, là où Astolphe de Custine, alors c'est dans le récit de voyage et non pas dans le roman, va rendre un hommage appuyé à sa mère, c'est dans la Russie en 1839 où il va écrire, je vous cite juste un extrait: « Ma mère n'était que femme, mais avec tant de grandeur d'âme que chaque sacrifice était pour elle un exemple qui lui donnait une sorte d'émulation noble et l'élevait tout d'abord au niveau des actions inspirées par les sentiments mêmes qu'elle ne partageait pas. Il avait fallu des combinaisons uniques dans l'histoire pour former une femme telle que ma mère, etc. etc. » Il y a vraiment un portrait élogieux, hein. Si on peut dire que Delphine de Custine a une place dans l'œuvre d'Astolphe, c'est vraiment dans la Russie en 1839. Mais effectivement, si on part du principe que la tante d'Aloïs dans le roman se rapproche de Delphine de Custine, il est particulièrement très sévère. Alors, il faut aussi se remettre dans la chronologie. Aloïs a été publié juste avant 1830, donc Delphine de Custine venait de mourir il y a quelques années seulement. La Russie en 1839, on est en 1843. Donc il y a aussi le deuil qui s'est fait, peut-être il a peut-être pardonné à sa mère d'avoir été aussi influente dans sa vie, dans son avenir. On peut peut-être expliquer les choses par la chronologie des œuvres. C'est tout à fait possible. D'un autre côté, on peut dire que les figures de mère dans les romans d'Astolphe de Custine sont des figures pour le moins contradictoires, nuancées. Donc tout se passe comme si
la fiction permettait de dire une autre vérité du rapport à la mère. Oui, 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 tout à fait. Ce qui est très fréquent dans la littérature romantique, cela dit. Oui. Alors, en plus, dans Aloïs, il fait tout de suite mourir la mère, hein, puisque c'est la tante finalement qui va prendre le relais. Mais effectivement, on ne peut pas dire que la fiction rend hommage à la figure maternelle comme le font les récits de voyage, principalement Mémoires et voyages et La Russie en 1839. Alors, comment expliquer cette espèce de dichotomie entre Astolphe de Custine, auteur de romans, et Astolphe de Custine, auteur de récits de voyage? Il faudrait se pencher sur cette question-là. On se trouve dans des logiques textuelles différentes. Tout à fait, exactement. Avec des finalités différentes. Merci. Pardon, je voudrais juste rajouter aussi que lui, étant le fils, a le droit de dire ce qu'il veut dire, mais le grand homme, quand même, est censé donner sa place à la femme qu'il a aimée. Oui. Je pense qu'il y a aussi ça, sur regard d'Astolphe sur Chateaubriand, comme étant celui qui, quand même, lui, devrait au moins porter tout l'honneur qu'il se doit à sa maman. Oui, il y a toute une attente, et puis certainement du côté d'Astolphe de Custine, une sublimation de la relation que Chateaubriand et sa mère pouvaient avoir. Il l'a vécu du moins de loin, et certainement qu'il l'a peut-être idéalisé, sublimé, et qu'il attendait de Chateaubriand qu'il rende cet hommage à sa mère, un petit peu, voilà, comme ce père spirituel qu'il a été pour lui, hein, comme on dit, qu'il a été. Il espérait peut-être que Chateaubriand reformerait cette espèce de couple idéal qu'ont peut-être formé sa mère et lui. D'autant plus que la figure de Chateaubriand elle-même est assez contrastée sous la plume de Custine, que ce soit dans la correspondance ou dans des figures romanesques un peu démarquées, et même pas mal démarquées de Chateaubriand. Donc là, il y a toute une stratégie de double jeu de la part de Custine, hein. Absolument. Et je repense à ce que disait Marie-Bénédicte Dietelme la semaine dernière. Chez Astolphe de Custine, il y a toujours une espèce de amour-haine, que ce soit pour Claire de Duras, que ce soit pour sa mère, que ce soit pour Chateaubriand. Il peut avoir les propos les plus admiratifs, comme être particulièrement sévère envers ces mêmes figures-là. On sent cette hypersensibilité qui peut l'amener à la fois à être dans l'amour comme dans la haine. Il aura cette même attitude à l'égard d'autres figures d'écrivains de son époque. Tantôt, il va dire pique-pente de Victor Hugo, et tantôt, il va dire de Victor Hugo que c'est le plus grand de tous. Oui, tout à fait. Et parfois entre ces discours. Voilà, parfois même dans la même lettre. Oui, ça c'est encore mieux. Mais ça veut dire que les figures sont contrastées et complexes. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un trait de sincérité très, très prononcé chez Astolphe? Oui. D'introspection et de sincérité, parce que la énamoration, si on lit un peu Lacan, c'est l'ordinaire Bien sûr. toutes les relations. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous, Bernard. On en oublie en général pendant des années une partie qui ressurgit après. Pardon pour ces propos pessimistes, mais c'est souvent la règle. Oui. Lui, on a l'impression que cette introspection le conduit à dire au défi de la cohérence. Absolument. Mais d'ailleurs, qu'il en pense, Gérard? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Je crois que ce ne sont pas des incohérences, hein, ce sont des moments différents de jugement, de souvenir, de rétrospection, de métamorphose par l'écriture, etc. C'est ça, c'est une des choses qui rend Custine aussi assez intéressant en tant qu'écrivain. C'est cette versatilité des propos à propos des mêmes objets. Oui, et puis le terme de sincérité me touche tout particulièrement parce que Astolphe cherche toujours à être vrai. Il y a une espèce d'obsession du vrai, vrai quand il écrit un roman, vrai quand il écrit ses récits de voyage, vrai dans ses relations. Il veut toujours être vrai, il a la passion du vrai, et je pense que oui, il est sincère quand il dit tout ce qu'il exprime, quand il exprime toutes ses émotions, aussi contradictoires soient-elles vis-à-vis des différents personnages qu'on vient d'évoquer. Effectivement, il est sincère, en tout cas il vise à la sincérité quand il s'exprime, quitte à se contredire, parce que la contradiction pour lui n'est pas, n'est pas un défaut de l'individu.
c'est lié à la manière d'être. Oui. Je crois. Il y a quelqu'un qui a théorisé ça et l'a traduit dans son œuvre de façon extraordinaire, c'est Proust. Oui. Proust dont l'œuvre devait s'appeler Les intermittences du cœur, et toute l'étude des intermittences du cœur, c'est ça. Et Proust, dont les relations avec sa mère ont été presque de même nature que celles d'Astolphe de Custine. C'est vrai. La contradiction ne doit pas empêcher la formulation du vrai. Et puis Custine est toujours en train de se chercher cette idée d'introspection. Donc mon être est toujours une énigme, dit-il. Et donc ces contradictions participent de ce caractère énigmatique qu'il est. Donc à la fois il souffre de ces contradictions qui l'amènent de part et d'autre, mais en même temps il sait que c'est le chemin pour accéder un peu plus à lui-même. Et c'est pourquoi je crois il n'a pas pris la voie des mémoires. La voie des mémoires oblige à une certaine cohérence de l'individu, à une certaine mesure. Bon. Tandis que la diversité romanesque, elle, permet d'exprimer ceci. Et pour revenir à mon exemple de Proust, Proust a commencé à faire un roman sous une forme d'autobiographie. C'est Jean Santeuil, où d'ailleurs le personnage est à la troisième personne, et quand il passe plus tard, à partir de 1908-1910, à la rédaction de La Recherche du temps perdu, il abandonne la vision, l'idée d'en faire des mémoires. Et c'est d'ailleurs l'erreur de la plupart des biographes, enfin pas de tout, pas de Jean-Yves Tadier, mais de certains biographes de Proust comme Painter, de rechercher dans l'œuvre la clé, enfin, des confessions, ce qu'elles ne sont pas. C'est compliqué ces questions de personnages figurés, là, comme dans l'œuvre de Custine. Je pense à Kierkegaard, qui est connu pour avoir créé des personnages différents, des situations différentes, qui paraissent être un peu autobiographiques, et dont les grands spécialistes, je me souviens de Vergotte, disaient que en fait, on ne savait pas. C'était vraiment une espèce de maillage où était Kierkegaard lui-même, enfin, Vergotte disait qu'il n'en savait rien, et il faut le croire sur parole, oui. Spécialiste. Hein, donc, mais voilà. Ça donne envie, encore une fois, de lire et de relire Custine. Oui. Oui, et puis d'aller peut-être au-delà aussi de ces espèces de clés autobiographiques pour essayer de voir, voilà, justement, quel est ce travail de l'écrivain vis-à-vis de ses figures, comment aussi il se dépasse lui-même dans l'écriture. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours le piège de vouloir rechercher, d'ailleurs comme chez Proust, de vouloir chercher à qui ça peut faire allusion, mais l'œuvre de Custine est vraiment merveilleuse, et donc on peut vraiment aller au-delà de ces liens, de ces clés biographiques. Oui. Je crois vraiment qu'on peut lire Aloïs sans rien savoir de Madame de Custine, de Madame de Duras, et le lire comme un ouvrage... Par contre, un ouvrage de son temps. De son temps, voilà. Absolument, avec une langue... Comment ? Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que je vais dire aussi. C'est la prochaine fois. Alors on va se taire, Gérard. Tu as raison, Bernard, mais c'est inscrit dans un contexte littéraire et idéologique qui, à la limite, se suffit à lui-même pour comprendre Aloïs. Après, toutes les lectures que l'on peut faire qui vont aller dans le détail et faire les rapports avec tel ou tel élément de la biographie de Custine rajoutent de l'intérêt et du sens, mais Aloïs se tient aussi comme œuvre qui est, pour aller très très vite, très grossièrement et de manière inexacte, qui s'inscrit dans la continuité de René. Pierre avait une question. Est-ce qu'il allait à la messe le 13 juillet ? Parce que si je pose la question, c'est parce que s'il n'y allait pas, je trouve ça très étrange qu'il ait dit dans son testament qu'il faille une messe pour le 13 juillet. Alors, est-ce que... Normalement, on fait ça on demande ça à la mort après la mort.
Tu fais dire des messes pour y aller toi. Oui, mais tu fais dire des messes pour le salut des âmes du purgatoire lorsque la personne est morte, mais lorsqu'elle est morte tout de suite, à la mort de la personne. Après, en fait, il voulait que ce soit une messe pour toute sa famille. C'est vrai que j'ai concentré sur sa mère, mais il disait, je veux que ce soit pour prier pour l'âme de ma mère, de mon père, de mes grands-pères, et puis pour la sienne aussi, et puis c'est pour sa femme. Et puis de son fils. De son fils. Bon, là, il n'en parlait pas dans ce codicie à son testament, mais oui. En fait, il choisit juste une date symbolique. Voilà. Un peu, mais la date symbolique, c'est quand même la date de la mort de sa mère. Hein. Et donc, nous, la Société des Amis de Custine, Gérard peut en témoigner, on fait un petit événement tous les 13 juillet, un petit peu, pour honorer ce vœu testamentaire dans l'église Saint-Aubin d'Auquinville. Alors, nous ne donnons pas une messe, mais en tout cas, nous célébrons les Custines et nous pensons à eux. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, remarques, suggestions, espoirs? Il y a au fond dans l'œuvre de Custine deux pans. Il y a un pan des voyages, qui ont leur intérêt très en eux-mêmes, enfin, documentaire et psychologique aussi. Enfin. Deux qui sont un petit peu distincts de l'œuvre proprement romanesque qu'on trouve dans l'église Cetel, qui elle est plus de nature différente. Enfin. Oui, comme le disait Gérard, il y a ces deux trajectoires, c'est deux logiques différentes pour Astolphe de Custine. Sa gloire lui est venue de la Russie. Ou est-ce que je me trompe? Corrigez-moi. Oui, c'est sa gloire et en même temps, oui, c'est la Russie en 1839 qui a été, d'ailleurs c'est l'œuvre la plus rééditée. Hein. 1830 a eu de... Mémoires et voyages, oui, mais pas eu le même nombre de rééditions. Quand même. Oui, mais là, il y avait un enjeu politique par rapport à la Russie, par rapport à l'Amérique, avec les grands textes. Ça a fait scandale en 1839. Oui. Il y a des mots très, très intéressants là-dessus. Hein. Mais ça, c'est Vera Milchina qui va nous parler de ça. Et puis ça a suscité énormément de textes de détracteurs. Je crois que ça serait, il y aurait une étude à faire vraiment pour resituer les récits de voyage de Custine dans le cadre général de ce qu'est le récit de voyage romantique. Depuis le début du 19e siècle. Parce qu'il y a un certain nombre de points communs, hein, mais il y a aussi une originalité de Custine dans sa manière de concevoir le récit de voyage. Alors je crois que Gérard, il y a eu un article, je me demande si c'est pas Alain Guyot, quelque chose comme ça, qui avait fait un article. Il me semble avoir vu passer ça, oui. Et qui était très très intelligent comme article. Donc, je l'ai mis en réserve de lecture et je me propose de lire ça parce que je crois que c'est vraiment une étude qu'il faut faire. Oui. Hein, de même que son texte sur l'Espagne sous Ferdinand VII mériterait d'être plus étudié qu'elle ne l'est. Et alors, ce qui est passionnant aussi dans l'Espagne sous Ferdinand VII, hein, puisque Custine se complaît dans les digressions, c'est qu'il y a énormément de réflexions sur l'écriture, sur l'acte d'écriture, comment écrire. Et ça aussi, ça va vraiment au-delà du récit viatique. Oui, tout à fait. Eh bien, voilà. Il nous reste à vous remercier une nouvelle fois, à vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Alors j'en profite pour faire de la promotion pour Custine, donc les biographies, donc Julien Frédéric Tarn, le marquis de Custine, hein, qui est vraiment une somme et que je conseille de tout mon cœur. Et puis, mais Marie-Bénédicte Diettel m'en a beaucoup parlé, Astolphe de Custine, le marquis de Luppé, qui est vraiment le premier à avoir fait une belle recension autour d'Astolphe de Custine, avec beaucoup de lettres inédites à l'époque. Le livre de Pierre de la Cretelle était pas mal. Ah ben voilà, on peut aussi parler de ces extraits de Pierre de la Cretelle de Custine, qui est très bien pour une première approche de Custine, et puis histoire d'avoir toujours des petites citations sous les yeux quand on n'a pas le moral, quand on a besoin d'être consolé par Custine. De quand le livre du marquis de Luppé 1957. 1957 et là on est en 1985. Celui de la Cretelle est de 58. Oui, mais en fait on a l'impression que Custine, dans les années 50, on l'a redécouvert, dans les années 80, d'ailleurs Julien Frédéric Tarn était passé dans Apostrophe, et puis j'espère que maintenant c'est à nouveau le temps des Custines. Mais oui. Merci beaucoup. Une dame de Rabastens, voilà. Merveilleux, s'appelait Tarn.
C'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. Qui honore le Tarn. Exactement. La Rabastens, qui est très belle. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Thank you.